Bien, voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous accueille dans l'espace et surtout, on va accueillir trois astrophysiciens de l'Observatoire de Genève qui sont des professeurs assistants et qui vont venir nous parler un petit peu de leur métier d'astrophysicien, quelle est leur journée, quelle est leur recherche, comment ils font tout cela, qu'est-ce qu'ils font exactement. On va accueillir Madame Emeline Bolmont, professeure assistante qui travaille sur la résolution d'équations en lien avec la recherche des planètes extrasolaires. On va accueillir Monsieur Xavier Dumusc, professeur assistant lui aussi, qui travaille sur la recherche de planètes de type Terre. Et enfin, on va accueillir Monsieur Martin Turbet, qui lui aussi travaille sur les exoplanètes, à essayer de comprendre les différents types d'atmosphères qu'il y a dans ces exoplanètes. Donc, bienvenue à vous, on part dans l'espace, c'est parti. Ça démarre. Ça a l'air de marcher. On est prêt? Let's go. Bien, messieurs, dames, astrophysiciens, bonjour. Merci de venir répondre à cette invitation. Donc, l'idée, c'était de présenter un petit peu à nos jeunes à quoi ça peut ressembler le métier et puis la vie d'un astrophysicien, comment on y vient, pourquoi on y vient, qu'est-ce qu'on y fait. Donc voilà, peut-être en deux mots, est-ce que peut-être vous voulez nous dire un peu comment vous êtes arrivé à l'astrophysique, quel est votre parcours? Bon, qui commence? Vas-y. C'est moi qui commence. Bon, je peux commencer. Bon, je crois que c'est quand même un peu pour nous tous, je sais pas, après Martha et Emeline discuteront, mais c'est un peu quand même un rêve d'enfant, on va dire. On était quand même, en tout cas moi personnellement, j'étais pas mal intéressé par tout l'astronomie, on va dire. En étant petit, un peu les étoiles, les planètes, ce genre de choses. Puis ça, c'était, on va dire, quand j'avais, je sais pas, 10, 12 ans, quelque chose comme ça. Après, ça a un petit peu changé. Je me suis intéressé aussi à d'autres choses, principalement quand même scientifiques, on va dire. Mais je me suis intéressé à pas mal de sciences diverses. Pour moi, c'est assez similaire en fait à ce que disait Xavier. Pareil, quand j'étais petite, en fait, mes parents ils m'ont emmené plusieurs fois observer les étoiles la nuit et puis j'en ai gardé de très bons souvenirs. J'ai essayé d'apprendre les constellations, les noms des constellations, tout ça. Et donc, pareil, j'aimais bien la physique et les maths, donc assez naturellement, j'ai toujours choisi un peu ces options-là. Monsieur Martin. Moi, j'avoue que jusqu'à assez tard, je n'étais pas forcément spécialement attiré par l'astronomie. C'est surtout les maths et la physique qui m'intéressaient. En fait, surtout les maths. Et donc, voilà, je voulais faire une carrière scientifique. Donc, j'ai fait mes études en France, moi, jusqu'au baccalauréat. Ensuite, j'ai passé mon bac en scientifique en France et j'étais juste en France voisine, donc j'étais à Saint-Junien-en-Genevois. Et après, j'ai décidé de venir à l'université de Genève. Et donc, j'aimais bien les maths, j'aimais bien la physique. Du coup, j'ai commencé un parcours en physique. Voilà. Et donc, les 3 premières années d'université en Suisse, ces 3 premières années où on fait beaucoup de maths et de physique, mais il n'y a pas forcément de spécialisation, on va dire. Voilà, donc les 3 premières années jusqu'au bachelor, c'est ça. Et ensuite, au bachelor, il faut choisir une spécialisation. Et là, j'étais intéressé par pas mal de choses en physique nucléaire, on va dire, parce qu'aussi, il y a le CERN juste à côté, à Genève. Donc, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Et en fait, quand on devait choisir nos stages de fin d'année à l'université, en fait, je choisissais toujours un sujet d'astronomie de façon assez naturelle, sans vraiment réfléchir. Et donc, je me suis dit, je dois quand même avoir un intérêt particulier pour la chose. Et donc, moi, ma spécialisation, elle arrivait peut-être un peu plus tard que ce que Xavier disait. J'ai gardé un parcours de physique générale pendant très longtemps, en fait. Et donc, j'ai pris des cours d'options en astrophysique. Puis quand je suis arrivé à l'université plus tard, avec un parcours assez similaire à ce qu'Emeline a fait, j'ai cherché des sujets sur lesquels je pouvais essayer d'appliquer un peu ça. Donc, il y en avait plusieurs qui sont venus en tête. Il y a eu l'astronomie qui m'a intrigué, intéressé. Il y avait pas mal de questions et de curiosités qui m'intéressaient. Et l'autre sujet, c'était la physique de l'atmosphère et du climat, parce que c'est un sujet, il y a 10 ans maintenant, au moment où il a fallu faire ce choix, qui était déjà au cœur de l'actualité. On se posait des questions sur le futur du climat de la Terre et les implications que ça pouvait avoir. Et donc, au final, aujourd'hui, je travaille un petit peu l'interface entre les deux, entre l'astronomie, un sujet qui me passionne, et puis la physique de l'atmosphère et du climat,
qui est un sujet qui me préoccupe un peu plus. Et finalement, le parcours qui mène à l'une ou l'autre des deux branches, il est assez similaire, c'est-à-dire passer par l'université en faisant beaucoup de maths et beaucoup de physique. C'est à peu près le point commun à ça, quoi. Et puis aussi, quand même, vu que j'étais intéressé quand j'étais petit par l'astrophysique, j'avais entendu parler du groupe d'exoplanètes de l'Université de Genève, qui a quand même une très bonne réputation au niveau mondial. Je lisais beaucoup Sciences et Vie, et il y a souvent des articles qui parlaient de scientifiques de l'Université de Genève. Je savais que la première planète avait été découverte ici dans ce groupe aussi. Donc du coup, voilà, je me suis dit, peut-être c'est le moment justement d'essayer de confirmer, enfin de continuer ce rêve d'enfant et puis de faire de l'astrophysique. Donc j'ai commencé mon master en astrophysique en ayant une petite idée derrière la tête qu'après j'aurais bien voulu travailler dans ce groupe-là. Et alors moi, par contre, mon frère, en fait, il a 8 ans de plus que moi et il aimait bien ce genre de choses aussi. Et il est devenu astrophysicien bien avant moi, du coup. Et puis un jour, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée en étant astrophysicien? Et il m'a dit, oh, bah, je suis à l'ordinateur toute la journée. Et moi, je ne sais pas quel âge je devais avoir, je ne sais plus, peut-être, j'étais peut-être au lycée, quelque chose comme ça. Et puis je me dis, ouais, bon, moi, je ne me vois pas du tout passer toute la journée devant l'ordinateur. Ça ressemble à quoi la journée d'un astrophysicien concrètement? Bah, on passe la journée devant un ordinateur. Mais en Donc fait, on programme, on simule, on fait des c'est ça, ouais. modélisations. Ça fait maintenant bientôt 25 ans qu'on a découvert la première exoplanète. Mais ça a été un long parcours jusqu'à aujourd'hui pour vraiment savoir ce qui existait autour de nous dans l'univers. Parce qu'effectivement, c'était une planète il y a 25 ans. Aujourd'hui, on en a au moins découvert 4000 à 5000 planètes. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est elles sont toutes différentes. C'est-à-dire qu'il y a des planètes comme on a dans le système solaire, comme la Terre, comme Jupiter, comme Saturne, mais il y a aussi des planètes qui sont totalement différentes, qui n'existent pas du tout dans le système solaire. Et donc, une partie de notre travail, c'est de comprendre d'où viennent ces planètes, comment est-ce qu'elles se sont formées. Est-ce que le Soleil système est quelque chose d'unique ou est-ce qu'autour d'autres étoiles, il y a des systèmes exactement similaires comme le nôtre. Donc, essayer d'un peu de comprendre toute cette diversité, on va dire. Mais après, il faudra encore arriver à caractériser l'atmosphère pour savoir si oui, il y a de la vie ou non sur cette planète-là. Et quel que soit le sujet, on retrouve des maths à plus ou moins forte dose et sur la manière dont on s'intéresse à un problème, il peut y avoir un peu de maths ou beaucoup de maths, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais toujours aujourd'hui, c'est manipuler les équations. Donc, je travaille sur des systèmes d'atmosphère de planètes qui reposent sur plein d'équations de la physique et manipuler toutes ces équations à la fois, c'est quelque chose d'assez, pour moi, qui m'intéresse beaucoup. Moi, mon travail principal, c'est d'essayer d'aller chercher les terres, vraiment de détecter des planètes comme la nôtre, parce qu'effectivement, ce seraient peut-être les planètes qui seraient les plus propices pour avoir une forme de vie, si on parle de la recherche de vie. Par exemple, moi, un des trucs que je fais, c'est essayer de résoudre ces équations de façon numérique, donc en utilisant un ordinateur pour m'aider. Donc moi, je travaille donc un petit peu sur les atmosphères aussi comme Martin, mais une autre partie de mon travail, c'est de regarder comment les planètes orbitent autour de l'étoile, en fait. Et donc, pour résoudre ce problème-là, en fait, on a pas... Une des options pour le faire, c'est de faire justement des simulations numériques et donc de résoudre toutes ces équations à l'aide de programmes informatiques. Je dirais que Martin est quand même du côté théorique, quand même pas mal, je dirais. Emeline est un peu entre les deux, essayer de faire de la théorie, mais de l'appliquer aux observations, on va dire. Et moi, par contre, j'ai plutôt le côté observationnel. C'est-à-dire plutôt, j'analyse des données qui proviennent de télescopes, donc d'instruments, donc soit des données pour essayer de détecter des planètes, soit des données où on sait déjà qu'il y a des planètes, mais essayer de les caractériser plus loin. Et donc, pour revenir un peu à ce que disaient Martin et Emeline, moi, on va dire que je ne fais pas trop d'équations dans ce sens-là. C'est plutôt beaucoup d'analyse de données. C'est-à-dire essayer de chercher des signaux qui sont faibles dans des données où il y a beaucoup de bruit, on va dire. Donc, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, si on a une
une piste audio avec différents instruments, et essayer d'aller extraire les différents instruments séparément, par exemple. Ce type d'analyse. Et c'est ça qui nous permet ensuite de détecter des signaux qui correspondent à des planètes. Ok. Mais c'est aussi énormément de travail. C'est tout via un ordinateur, via des scripts, langage de programmation, qu'on fait toutes ces analyses-là. Mais il y a aussi énormément de voyages qu'on fait pour essayer de partager notre connaissance. Donc, aller faire des conférences partout dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie. Donc, des conférences pour justement présenter nos résultats de recherche, discuter avec d'autres scientifiques aussi. Donc, ça. Et puis après, même en dehors des voyages, je dirais, au sein de l'Observatoire de Genève, par exemple, ou d'un institut de recherche en général, on passe quand même énormément de temps à discuter avec les gens. Moi, je passe beaucoup de temps, j'ai des étudiants, donc tous les matins, normalement, quand j'arrive au travail, je vais les voir, je discute de ce qu'ils ont fait la veille, de comment est-ce qu'on peut avancer dans leur recherche. Après, je discute aussi avec des collègues comme Martin, comme Emeline, sur des nouveaux projets, des nouvelles idées. Parce que souvent, personnellement, juste une seule personne ne peut pas arriver à tout comprendre, à tout faire. Donc des fois, juste de discuter avec d'autres personnes, ça donne des idées, ou même une autre personne peut juste faire un travail que nous, on n'a pas les compétences. Et donc, on fait des travaux en collaboration avec d'autres personnes. Donc, il y a aussi une grosse part de temps qui est juste discuter avec des gens, discuter de nouvelles idées, ce genre de choses. Et ça, je trouve aussi très passionnant dans ce métier. C'est très intéressant aussi. Donc les cours, c'est aussi une partie du métier quand on travaille comme professeur à Genève et c'est chouette. Ouais. Ah ouais. Du coup, il y en a qui potentiellement bientôt pourraient venir faire un master en astrophysique à l'Observatoire de Genève. Et donc, ils apprendront sur les étoiles, sur les exoplanètes et aussi toutes les techniques d'instrumentation. Donc, essentiellement devant les ordinateurs. À l'époque, en tout cas, à Genève tout particulièrement, ils forçaient les astrophysiciens à aller de temps en temps derrière un vrai télescope. C'est encore le cas aujourd'hui? C'est encore le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas pour les jeunes en général. Quand un étudiant arrive en thèse à Genève, on s'attend de lui à ce qu'il aille observer au moins une fois par an, je pense, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même super chouette parce que là où on envoie les étudiants observer, c'est quand même au Chili, sur un site qui est vraiment super. Peut-être que Xavier, tu peux en dire plus, parce que moi, personnellement, je n'y suis pas encore allée, mais je vais bientôt y aller. Et Martin, tu as fait des observations? Ouais, mais au sud de la France. Donc, jamais au sud de la France. J'ai été un peu à Hawaï aussi, donc j'ai un peu travaillé Ah ouais, un sur peu Hawaï. Excusez-moi, monsieur. pas d'observation, mais travaillé sur un instrument, sur un télescope, sur lequel j'ai pas observé, mais sur lequel j'ai participé à l'élaboration de l'instrument. Okay. Mais je suis jamais allé au Chili encore observer sur le télescope suisse. Peut-être tu peux en dire Donc, plus. Hawaï, c'est les deux Keck, c'est ça? Ouais, alors moi j'avais travaillé sur le télescope Subaru, qui est le télescope japonais. Mais effectivement, il y avait deux Keck et il y en a d'autres. Il y a une dizaine de télescopes peut-être, de grands télescopes sur le sommet d'Hawaï. Subaru, tu as regardé les Pléiades alors? Pourquoi les Pléiades en particulier? Je crois que c'est le signe de leur marque, non? Sur Subaru, il y a les Pléiades. C'est ça, ouais. La première fois, c'était vraiment un rêve d'aller là-bas et du coup, un rêve qui s'est réalisé. Donc, c'était juste magique. Non, de un, le Chili, c'est quand même un pays magnifique. Et puis, de deux, on va quand même. Donc, on va à Santiago, puis après, on prend encore un autre avion pour aller au milieu du pays, puis après, on prend encore un bus, 2 heures de bus pour aller au milieu du désert, au milieu de nulle part. Et dès qu'on arrive là-bas, au sommet d'une montagne, on voit un observatoire de loin et on se dit qu'on va y arriver. Et donc après, on passe une semaine, un peu plus, des fois, sur une montagne, avec... bon, il y a d'autres personnes aussi, hein, on n'est pas tout seul. Mais il y a d'autres personnes. Et on est là, le ciel, il est juste magnifique, parce qu'on ne peut même pas s'imaginer, je crois, en vivant en Suisse,
Même si on va loin reculer dans les montagnes, on n'aura jamais le même ciel qu'au Chili, au milieu du désert. Parce qu'on est en altitude, parce qu'il y a peu d'humidité dans l'air. Donc plus l'air est sec, plus la qualité du ciel est meilleure. Et je veux dire, on voit 10 fois plus d'étoiles là-bas qu'ici, même dans un très bon endroit en Suisse, on va dire. Donc d'être là-bas et puis surtout aussi de voir ces télescopes de 4 mètres, de 8 mètres, c'est quand même au niveau technologique, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est bon, là, je pense que tu as embarqué quelques jeunes vers l'astrophysique. Souvent, quand je donne des Donc, présentations à des jeunes, je commence par des photos de voyage de Chili pour les motiver. exact. Merveilleux. Martin, tu as parlé de l'Observatoire suisse à la CIA, tu as parlé de l'Observatoire Haute-Provence, là, tu as évoqué Xavier, les VLT, le futur ILT. Il y a plein de gros télescopes qui arrivent, il y a des James Webb Space Telescope qui arrivent. Il y a eu des révolutions déjà, copernicienne, Einstein. C'est quoi la prochaine révolution? Vous avez un scoop? C'est quoi la prochaine révolution en sciences, en physique, en astrophysique? Hmm. Je pense que le jour où Xavier va découvrir une Terre autour d'un Soleil à la même distance que la nôtre, je pense que ce sera quand même un grand jour. Hein. Bon, moi, personnellement, je pense à autre chose, mais enfin, je pense à la matière noire plutôt. Mais Découvrir enfin une réponse à la matière noire. une réponse, oui. Je pense qu'il y a trop de. Pour l'instant, on voit de plus en plus de choses qui ne collent pas, on va dire, ensemble. Euh, et du coup, euh, d'ici ces prochaines années, il y aura un satellite qui va être envoyé qui s'appelle Planck, qui devrait faire des mesures qui seront extrêmement précises qu'on n'a jamais pu avoir jusqu'à maintenant. Et peut-être qu'avec ce satellite, ces données qu'on va recevoir, on pourra élucider une partie du mystère. Euh, mais je crois que aussi, je veux dire, récemment aussi, il y a toute la découverte des ondes gravitationnelles, qui est aussi une énorme découverte. Donc, après le prix Nobel de Michel Mayor, Didier Queloz à Genève, on va avoir un prix Nobel pour une découverte d'une Terre, de M. Xavier Dumusc. Et toi, Martin, c'est quoi que tu rêverais de découvrir là, dans ta recherche à toi d'atmosphère planétaire autour des planètes extrasolaires? Je pense que, alors, si vraiment si je m'intéresse vraiment à ce que je fais moi, donc les atmosphères de planètes, la grosse découverte, donc on parle pas mal de trouver une planète comme la Terre ou comme le Soleil. Le step d'après, ce serait éventuellement de savoir si elle a une atmosphère et de quoi elle est composée. Alors, il y a deux conséquences à ça. La première, c'est qu'en faisant ça, on peut voir si cette planète-là a potentiellement des formes de vie. Et ça, c'est, je pense, essayer de trouver de la vie sur notre planète, c'est une des quêtes qui motive beaucoup des chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Et moi, ce qui m'intéresse encore plus que cette question-là, c'est finalement en observant des planètes qui seraient à un AU, à une distance Terre-Soleil, autour d'une étoile comme le Soleil, mais qui seraient autour d'une autre étoile que le Soleil, ça permet en quelque sorte d'avoir des informations sur des planètes qui seraient comme la Terre, mais qui auraient évolué différemment, qui auraient un âge différent, qui auraient une histoire différente. Et en faisant ça sur une planète, 5 planètes, 10 planètes, 20 planètes, on va commencer, le jour où on sera capable de faire ça, à pouvoir replacer la Terre dans ce contexte et voir à quel point la Terre, c'est un monde unique. Et même se servir de ces observations astronomiques pour aussi, en quelque sorte, prédire ce qui pourrait arriver à la Terre dans un futur plus ou moins proche et s'en servir pour en apprendre plus sur la Terre et le futur de la Terre et éventuellement pouvoir s'en protéger. Ça me paraît assez ambitieux. Il prix Nobel de plus à Genève, ça ne nous déplairait pas, nous. La Terre unique, est-ce qu'on a vraiment raison finalement de chercher une vie similaire à ce qu'on connaît chez nous ici, puisque visiblement on a bien compris que c'était unique et du coup certainement aussi différent ailleurs? Emeline, c'est pour toi. Emeline, C'est pas facile comme question, ça. Parce qu'en fait, on veut rechercher une planète comme la Terre parce que le seul point de mesure qu'on a pour la vie, bah, c'est nous. Donc, c'est vrai qu'on est quand même assez anthropocentrique pour cette question. Donc, on essaie de trouver des choses qui nous ressemblent le plus. Mais bon, voilà, comme disait Martin, ça ne nous empêche pas de regarder aussi les planètes autour d'étoiles qui sont très différentes.
Et je pense qu'il faut pas qu'on se concentre forcément sur la jumelle de la Terre. Il faut accumuler les connaissances sur toutes les sortes de planètes. Et aussi de voir des planètes très différentes de la Terre, un peu comme disait Martin, ça nous apprendra aussi des choses sur nous, l'origine de la Terre au sein du système solaire, tout ça. Et puis sinon, pour la vie, c'est difficile à imaginer pour nous une vie qui ne serait pas comme ce qu'on connaît. Mais est-ce que c'est correct du coup de dire qu'on pourrait très bien avoir déjà croisé la vie sans l'avoir vue ou reconnue? C'est une très bonne question. Après, je veux dire, on cherche des signaux qui nous correspondraient dans un certain sens. Par exemple, tout le programme SETI qui a été mis en place pour essayer de chercher. Alors là, on parle de la. Alors, après, il y a différents types de vie, on va dire. On pourrait parler de la vie sur une autre planète au niveau bactérien. On pourrait parler de vie intelligente. C'est pas du tout la même chose non plus. Mais ce programme SETI est justement pour essayer de trouver de la vie intelligente. Et nous, on se base sur notre technologie actuellement. Comment est-ce qu'on arrive à utiliser les différentes ondes pour communiquer. Et donc, on essaie de chercher ce type de signaux ailleurs dans l'univers. Après, s'il y a une forme de vie, même intelligente, qui utilise une autre forme de communication qu'on ne connaît pas, on va dire, même par exemple, admettons qu'une civilisation beaucoup plus évoluée que nous a déjà réussi à maîtriser les ondes gravitationnelles, je ne sais pas, et ils communiquent en ondes gravitationnelles. Alors jusqu'à il y a 2 années en arrière, on n'aurait jamais pu détecter ces signaux-là. Ouais. Je me pose juste, j'essaie juste de réfléchir dans ce contexte-là. Mais après aussi, pour revenir à cette histoire de vie, même si on cherche une vie comme on la connaît nous, je pense que si on cherche une vie, on va dire bactérienne, ou vraiment un état, on va dire primitif, je pense qu'il y a assez de chances pour qu'on puisse, enfin en tout cas pour qu'elle existe sur une autre planète. Après, la détecter, c'est encore une autre question, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de trivial. Mais quand on regarde, quand on comprend la vie sur Terre, comme on la comprend aujourd'hui, tout est basé sur la chimie. Et si on regarde partout dans l'univers, la chimie est la même partout. Même quand on regarde à 13 milliards d'années-lumière, des galaxies qui sont extrêmement, extrêmement loin, on voit exactement la même chimie que sur la Terre. Donc, vu que la chimie est à la base de la vie, ce serait vraiment étrange que la vie n'a pas pu se développer autre part. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Et on sait que en moyenne, autour de chaque étoile qu'on observe, ou une étoile sur 2, il y a des planètes qui tournent autour. Donc il y a des milliards et des milliards de planètes. Donc pour moi, la probabilité de la vie sur une autre planète est quand même assez grande. Après, le problème, c'est de la détecter. C'est une autre question. Sur ce que disait Xavier, au niveau de la détection, parce qu'au final, nous, on va, ce qu'on essaye, ce qu'on aimerait détecter plutôt, c'est donc une forme de vie. Et donc, pour pouvoir détecter cette forme de vie, il faut qu'elle ait un impact sur son atmosphère. Donc, par exemple, sur Terre, on sait que le dioxygène est dû aux formes de vie présentes sur la Terre. Et donc, ce serait ce genre de signature qu'on chercherait dans l'atmosphère de ces autres planètes. Mais le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on détecte de l'oxygène que ça veut dire qu'il y a de la vie. Donc, en fait, il y a tout un pan de la recherche actuelle qui est d'essayer de trouver finalement qu'est-ce qu'on a besoin de détecter comme cocktail de molécules chimiques dans une atmosphère pour dire avec un certain degré de confidence, tiens, là, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe et peut-être que c'est de la vie. Tout ça, c'est extrêmement complexe et j'espère que pendant ma vie professionnelle, on arrivera à ce niveau-là, mais c'est vraiment très, très complexe comme question. Je ne sais pas si on va... du job. Comme disait Jodie Foster dans le film Contact. C'est ça. S'il n'y avait pas d'autre vie, ce serait un sacré gâchis d'espace. Ouais, c'est vrai. Bon, vous êtes donc malheureusement le plus souvent de votre temps cloîtré devant un ordinateur. Il y a une recherche d'astronautes actuellement à la NASA qui se termine, je crois, aussi aujourd'hui. Ça n'a jamais été un rêve pour vous d'aller peut-être dans l'espace en tant qu'astronaute, Monsieur Martin?
C'est une bonne question. En fait, pour la petite blague, pas mal de mes amis et de gens dans ma famille ne font pas la distinction que c'est que astrophysicien, astronome, astronaute, astrologue. Et il se trouve que pas mal de gens pensent que je suis astronaute ou que je suis dans cette branche-là, alors pas du tout. À part le nom astro et peut-être le thème, la thématique, il y a assez peu de points communs quand même entre le métier d'un astronaute et l'astrophysicien. Personnellement, je pense ni avoir les compétences, ni le physique, ni je connais pas assez de langues, je suis pas assez sportif pour pouvoir de toute façon réunir toutes les compétences pour faire ça. Donc ça a été toujours hors de portée de penser à faire ce genre de choses, mais ça n'a jamais été non plus parmi mes rêves. Moi, j'aurais bien voulu. Non, bon, c'était une idée hein, quand j'étais plus jeune. Euh, Après, j'ai des mauvais yeux. Du coup, la question ne s'est plus posée assez rapidement. Parce Et que, toi, Emeline, t'as eu cette idée une fois? pardon? Non, ça n'a jamais été très sérieux non plus de mon côté. Enfin, je veux dire, j'adore l'idée de pouvoir aller dans l'espace, mais j'attends peut-être que dans, je sais pas, 10, 20, 30 ans, on pourra y aller en tant que touriste, je sais pas. Mais ça, si c'est possible un jour, c'est vrai que je pense que je serais vraiment très, très, très tentée de faire cette expérience. Ne serait-ce que de flotter en apesanteur, c'est quelque chose qui m'intrigue vraiment énormément. J'aimerais bien ressentir cette sensation une fois dans ma vie. Et puis voir la Terre Ouais, depuis l'espace, ça doit être une sensation tellement incroyable. Ouais. ouais, excellent. Si on revient aux compétences d'astrophysicien, puis si on se retourne un peu vers ces jeunes qui vont nous écouter, c'est quoi les compétences ou les conseils? Qu'est-ce qu'on leur dit? Il y a plein de beaux instruments qui arrivent, il y a des choses incroyables à découvrir. Qu'est-ce qu'on leur dirait pour les aider à faire un chemin? Euh, Moi, je pense, enfin, si certains jeunes aimeraient continuer dans cette direction-là, je pense le plus important, enfin, c'est pas d'être bon en maths, d'être bon en physique, c'est vraiment d'aimer ce qu'ils font. Et vraiment d'aimer cette question, la recherche, que ce soit en astrophysique ou en n'importe quelle recherche d'ailleurs. Je pense que le plus dur, c'est vraiment, c'est vraiment pas quelque chose qui est de facile. On a énormément d'échecs parce qu'on fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc, on essaie de découvrir des choses que personne n'a jamais découvert avant. Donc, pour découvrir ces choses, il faut tester. Donc, on teste à droite, on teste à gauche, on teste au milieu. Et dans 90% du temps, bah, on échoue. Donc, des fois, pendant une année, on va faire de la recherche continuellement pendant une année, travailler beaucoup, et puis au final, pour rien. Donc là, il faut vraiment extrêmement, je veux dire, aimer extrêmement ce qu'on fait. Sinon, on arrête et puis on passe à autre chose et puis c'est fini. Donc, il faut être extrêmement persévérant et vraiment aimer ce côté recherche. Mais après, pour les 5 à 10% de fois où on va vraiment découvrir quelque chose d'intéressant, en tout cas, moi, personnellement, ça efface tout le reste. Juste le quête d'aller chercher ce Graal, cette nouveauté, je veux dire, compense totalement tous les autres échecs, on va dire. Donc, Euh, aimer ce qu'ils font. donc, pour moi, la passion, je pense que la passion, euh, c'est extrêmement important. OK. C'est vrai qu'en plus, en plus de, voilà, des difficultés intrinsèquement liées au métier d'astrophysicien que Xavier vient de donner, il y a aussi le fait que ça peut être difficile aussi au niveau de la carrière, sur le plan personnel, de continuer dans cette voie. Parce que c'est un domaine où en fait il y a très très peu de débouchés quand même, il faut le dire. Donc, c'est difficile d'obtenir un poste de professeur, par exemple, ou de chercheur dans une université. Et donc, souvent, quand on a fini notre thèse, ben, on doit aller à droite à gauche dans ces contrats courts qu'on appelle des post-doctorats. Et c'est vrai que ça, des fois, sur le plan personnel, surtout quand on est en couple, ça peut être difficile, difficile à vivre. Donc, non seulement voilà, il faut s'accrocher parce que des fois, tout ne roule pas comme on l'aimerait, mais aussi il faut être conscient qu'il y a aussi ces aspects un petit peu plus terre à terre qui ne sont pas forcément faciles. Mais comme le dit Xavier, si on a la passion,
ça justifie ces efforts qu'on fait. Et puis, si ça marche, ben, c'est super. Merveilleux. J'ai bien entendu le goût des maths, de la physique, le plaisir à faire ce qu'on fait, la passion. En tout cas, ça se voit, hein, vous partagez ça avec plaisir, avec plein d'étoiles partout dans les yeux. Ça fait, ouais, c'est stylé, c'est beau. Donc voilà, on se réjouit de partager ça avec nos jeunes et puis j'espère qu'on arrivera à leur en mettre un petit peu pour que peut-être effectivement ils viennent chez vous prochainement et puis qu'ils nous découvrent 2, 3 trucs incroyables, ces ondes gravitationnelles, les trous noirs, l'énergie noire dont on n'a même pas parlé, plein de choses. Merveilleux. Messieurs, dames, merci beaucoup. Peut-être que vous voulez rajouter encore des choses. Est-ce que vous voulez dire encore plein de trucs? Peut-être moi je peux dire quelque chose. À l'Observatoire de Genève, on propose des stages, des visites pour les jeunes. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, le plus simple c'est juste venir de voir ce qu'on fait à l'Observatoire de Genève, où on est à la fois à l'Université de Genève et le PFL. Et donc discuter avec des chercheurs, s'intéresser un peu aux différentes recherches qui sont faites dans les différents groupes. Bon, M. Xavier, Mzelle Emeline, M. Martin, je vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec nous. C'était excellent. On sent votre passion, on sent vos étoiles dans les yeux. J'espère qu'on arrivera à faire partager ça un petit peu. Je vous salue, je vous souhaite bon vent dans ce confinement et à tout bientôt. Au revoir. C'est dans la boîte, comme on dit. Ah, ça a bien marché, ouais. Ils sont partis, c'est fini. Bon, stylé.